Jean-Paul Enthoven, je le connais depuis une vingtaine d'années. Je l'ai rencontré pour la première fois à Jérusalem, alors qu'il venait, tout comme moi, assister à la remise du doctorat honoris causa de Bernard-Henri Lévy. Depuis, nous nous sommes vus assez souvent, puisqu'il a été quelque temps mon éditeur chez Grasset. Je le connais donc un peu, bien sûr, mais qui peut se vanter de connaître vraiment quelqu'un? D'autant que Jean-Paul Enthoven est bien plus que quiconque, n'est certainement pas celui qu'il semble. Jean-Paul Enthoven, bonjour. Bonjour. Juste pour rebondir sur votre dernière phrase, juste avant d'entrer ici, je lisais un petit mot de Borges. Ouais. Il disait, il y a deux hommes en chaque homme et le vrai, c'est l'autre. C'est l'autre. C'est ça. Bon, on va aller chercher l'autre, justement, aujourd'hui, ensemble. Alors, le bonheur de vous recevoir ici, Jean-Paul Enthoven. Et d'être reçu. Et à Acadème, pour parler ensemble de vous, de votre œuvre littéraire, de votre œuvre tout court, d'ailleurs, c'est-à-dire de votre action sur le monde, et si vous le voulez bien, de votre judéité. Alors, vous devez considérer avec circonspection, j'imagine, un entretien avec un psy, sachant le peu de valeur que vous accordez à la psychanalyse. Et il faut dire que vous avez surtout connu des lacaniens, je crois. En tout cas, j'en suis pas sûr, mais c'est ce que j'ai ressenti à travers certaines remarques dans vos livres. Je suis fidèle à la citation de Karl Kraus qui disait que la psychanalyse était souvent une maladie qui se prenait pour un remède. Bon, si vous voulez, moi je pense surtout à la citation de Nabokov qui disait « Un jour on découvrira que Freud était un auteur comique ». Donc, bon, c'est Nabokov qui disait ça. Pour vous présenter en quelques mots, et puis après je vous laisse la parole bien sûr, vous avez été éditeur, alors vous ne l'êtes plus? Non, j'ai cessé. Il y a des grands tumultes dans l'édition. Ça, c'est vrai. Désormais, les livres qui ont du succès, c'est de la non-littérature pour l'essentiel. C'est vrai. Et donc, il faut viser très bas. Vous savez, c'est le mot fameux, vous visez bas, vous visez juste. De plus en plus, on est obligé de viser bas. Donc, vous avez été éditeur, journaliste aussi, longtemps chroniqueur. Plutôt critique littéraire que journaliste, oui. Critique littéraire, au Nouvel Obs, et puis ensuite au Point. Oui. Vous l'êtes toujours? Je leur envoie des grands papiers, mais je ne m'intéresse qu'aux écrivains classiques. Je ne m'intéresse plus aux modernes et aux tout venants des rentrées littéraires, etc. Je m'en fiche. Je m'occupe de Flaubert, de Nerval, de Jean Cocteau, de Bernanos, voilà. C'est mieux. Et vous avez publié quelques petits romans précieux, je dirais les choses comme ça, dans les deux sens du mot. C'est-à-dire précieux et précieux, quoi. Par exemple, Aurore, en 96, L'hypothèse des sentiments, en 2012, etc. Vous vous faisiez rare en littérature, et j'ai le sentiment que les choses ont changé, puisque vous publiez coup sur coup Les raisons du cœur, en 2021, un merveilleux bouquin, on va en parler un petit peu si vous voulez, qui vient de paraître en livre de poche d'ailleurs, avec une superbe photo de vous. Et puis, Ligne de vie en 2022, et vous vous apprêtez à faire paraître au printemps prochain une manière d'autobiographie, on va dire ça comme ça. Tout cela chez Grasset. Vous êtes aussi un personnage public, d'une certaine manière. D'ailleurs, vos livres sont truffés de références aux gens que vous avez connus. Maurice Duverger, d'abord, qui était votre prof. Je le cite pas beaucoup, celui-là. Non, je sais. Il y a eu quelques problèmes. Maurice Duverger, qui était prof de droit, connu, quoi, et de Sciences Po. Vous êtes l'ami intime de BHL, Bernard-Henri Lévy. Tout le monde le sait. Vous avez connu plein d'hommes célèbres. Pierre Nora, Maurice Clavel, qui fait aussi votre professeur de philo, je crois. Oui, absolument. Et Sioran, Jean Daniel, Michel Berger, enfin, beaucoup de gens connus. Donc vous faites partie un peu
même Françoise Sagan, j'ai vu. Ah oui, très important dans ma vie, Françoise Sagan. Qui a été votre amie, en fait. Ah oui, oui, oui. Elle me manque infiniment. Et qui vous faisait des ordonnances littéraires, oui. Alors, vous voulez nous dire ce que c'est? Oui, c'est-à-dire que quand on avait un chagrin quelconque, en général, c'est un chagrin d'amour. Donc, on allait en consultation chez Françoise, ouais. Et elle vous faisait une ordonnance, c'est-à-dire tu me liras Albertine disparue, page 20-24, matin, midi et soir pendant 15 jours, et tu vas guérir. Et ça m'amuse, je pense toujours à elle, parce que beaucoup de gens me disent mais qu'est-ce que je dois lire? Mais je leur réponds, mais est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit de rentrer dans une pharmacie et de dire donnez-moi un médicament? Encore faut-il savoir de quoi on souffre. Oui. Et alors, je dois vous dire une chose, c'est qu'elle m'envoyait ses ordonnances sur des fax. Il y avait des fax à l'époque, oui, bien que sûr. j'ai gardé précieusement. Il y en avait une 50aine, puisque j'étais souvent souffrant. Et c'était des maladies d'amour. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres maladies? Je ne sais pas. Bon. Alors, ces fax, je les mettais dans une boîte précieusement. Et récemment, j'ai voulu aller les consulter, peut-être en me disant tiens, je vais peut-être en faire un petit livre, on ne sait jamais. Et or c'était un papier, le papier des fax c'était un papier thermolactyle, on dit je crois, oui. Et tout avait disparu. Oui, ça tous les mots de Françoise étaient devenus blancs. Oui. Et ça m'a beaucoup ému, c'était bien. Elle avait disparu aussi. Oui. Elle avait un mot merveilleux, elle disait je ne sais jamais quelle surprise me réserve le passé. Ah, c'est bien ça. C'est vrai. Et comment? J'aimerais néanmoins qu'on commence par votre enfance, si vous voulez bien. Je voudrais que l'on y consacre un moment. Vous êtes né dans une petite ville de l'Oranais, en Algérie, à Mascara, dans une famille juive. Vous êtes, je sais que vous n'aimez pas ce mot-là, vous êtes un pied noir. Au fond. Ah non, je déteste ce mot. J'étais sûr. Oui. Ah non. Alors, vous n'êtes pas un pied noir. Non. Vous n'êtes pas un pied noir. Bon, d'accord. Mais vous êtes bien né dans une famille juive à Mascara. Incontestablement. Oui. D'accord. Mais dites-moi, Antoven, c'est pas un nom juif? Non, pas du tout. C'est le nom de mon grand-père hollandais qui était arrivé en Algérie. À la suite, il avait eu des dettes de jeu à Paris. Il était hollandais, n'est-ce pas? Et plutôt que c'est un magnifique bonhomme. Oui, plutôt que de l'avouer à sa famille, il a préféré s'engager dans la Légion, comme ça se faisait à l'époque. Française. Oui, la Légion étrangère française. Oui. Et donc, il est arrivé en Algérie, et puis il y a fait souche. Voilà. C'est comme ça que j'ai hérité de son nom, qui faisait... voilà, c'est chacun a son histoire. Donc, vous êtes hollandais d'une certaine manière. En tout cas... c'est une chose qui compte pour moi. En plus, je n'ai jamais eu à rougir de ce beau et noble pays. Je me trouve plus fils de la Hollande que fils de l'Algérie, pour tout vous dire. Oui. Alors, mais moi, je me demandais, Antoven, c'est pas une déformation d'Eindhoven? Peut-être, je ne sais pas. Dans ce cas-là, ce serait un nom de ville, quoi. Oui, probablement. Comme je ne parle pas évidemment le hollandais, j'ai beaucoup interrogé sur ce que ça signifie, et j'ai des réponses très bizarres. Pour les uns, ça veut dire 3 petits canards. Ah oui? Oui, pour ce qui correspondrait d'ailleurs à une chevalière que j'ai de mon grand-père, où il y a 3 petits canards. Pour d'autres, ça veut dire basse-cour, animaux de ferme. Pour d'autres, ça veut dire four. Four, oven, oui, four. Donc, je ne sais pas trop. Et j'aime bien ce mystère-là. D'accord. Mais parce que, vous savez que les Juifs ont pris des noms de villes. Bien sûr, évidemment. Donc, j'ai lu Albert Londres. C'est ça, justement. Oui. Donc, je me disais, peut-être que lui aussi était un ancien Juif, non? Bien sûr, il était Juif. Il y a même, dans un petit cimetière à Arnhem, un ancêtre qui s'appelle Adel Antoven, et qui est enterré de 1600 et quelques, et qui est enterré dans le carré juif de Arnhem. Oui. Donc,
il y avait de la judéité. Aussi du côté de votre grand-père. Oui. Oui, c'est ça que je pensais. Oui. C'est ça que j'ai pensé en réfléchissant à votre nom. Et votre maman, votre maman s'appelle Gilberte Torgmann. Oui. C'est ça? Oui. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire écrivain public. Targman, c'est de l'arabe. Ça veut dire traducteur. Ah, dans mon esprit, tel que j'imagine les choses, ça veut dire écrivain public, c'est-à-dire que je devais avoir un ancêtre qui était sur la place publique et qui écrivait les lettres d'amour, les lettres administratives ou autres. Bon, donc ça, j'ai bien aimé avoir un ancêtre écrivain public. C'est dans votre esprit. Voilà. Mais la signification du mot en arabe, c'est traducteur. Très bien. Traducteur. Donc c'est une grande famille juive, hein, les Torgmann. Probablement originaires du Maroc, non? Je pense que c'était des Juifs qui avaient quitté l'Espagne en 1492, qui étaient allés à Tétouan, au Maroc. Ouais. D'ailleurs, on les appelait les Tétouanais aux anglo-saxons. On les appelait les Tétouanais. Oui. Et qui sont arrivés en Algérie à partir de là, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Et elle était... moi, je suis très frappé que dans vos livres, il y a deux mots qui sont très rares. Le mot Algérie et le mot juif. Vous avez absolument raison. Et là, dans le dernier qui va sortir, il a fallu que je me force pour les écrire. Ce sont deux mots qui me terrifient et qui sont comme des massifs électriques dans mes phrases. C'est ça, vous n'arrivez pas à les toucher. Ça vibre, ça fait bouger la phrase. Ça me plaît pas. Alors, juif, je m'y suis un peu accoutumé parce que mais Algérie, je ne peux pas. Algérie, vous pouvez pas. Non, Algérie, je ne peux pas. D'autant que je n'aime pas ce pays, je ne l'ai jamais aimé. C'est une terre maudite. Je suis pas du tout, quand je parle de l'Algérie, dans la mythologie du paradis perdu, comme on le rencontre dans les chansons, dans les films, etc. Non, ou bien dans certains livres. Vous n'êtes pas Arcadie, quoi. Non, voilà, non. Bien que j'ai de la sympathie beaucoup pour Alexandre Arcadie. Il est formidable. Mais c'est pas mon histoire. Je pense au contraire que c'est un pays assez maudit, imbibé de sang. C'est vrai. Qui n'en finit pas de se renier. Et récemment encore, quand j'ai vu que le président algérien allait voir Poutine en pleine guerre d'Ukraine pour lui dire qu'il était un bienfaiteur de l'humanité, oui. Je me suis dit que ce pays n'était pas prêt de sortir de l'enfer. D'accord. Et pourquoi pas le mot juif? Alors, parce que je suis un juif bizarre. Ah, vous êtes un juif bizarre, mais il paraît que tous les juifs sont bizarres. Oui, mais disons que certains le sont plus que d'autres. Si je puis me permettre, je suis un juif de Sartre. De Sartre? Oui, c'est-à-dire que je suis l'invention des antisémites. Si je n'avais pas... Il est revenu là-dessus, hein, Sartre. Oui, peut-être revenu à cause de Benny Lévy. Oui, bien sûr. Mais si je n'avais pas à me heurter dans mon passé, dans ma vie, à des antisémites, je crois que j'aurais oublié que j'étais juif, puisque je suis agnostique, ça n'a aucune signification théologique ou de foi pour moi, et ça se confond avec l'idée de je suis un républicain, les valeurs de la République. C'est pas contradictoire. Non, les valeurs de la République pour moi assument, concentrent et approfondissent les valeurs du judaïsme. Cela dit, chaque fois que ces jours tragiques que nous traversons, où je vois tant de haine à l'endroit d'Israël et donc des Juifs, parce que je cesse de faire la différence entre évidemment l'antisionisme et l'antisémitisme, je me sens incroyablement juif. Mais j'appartiens à une communauté de souffrance, d'honneur. Définie par la souffrance. Oui, d'honneur. Mais dans cette communauté, j'accepte tout le monde. D'ailleurs, une chose très curieuse s'est passée au cours de ces derniers jours. Beaucoup de gens, des non-juifs, probablement antisémites dans leur inconscient,
à la suite des événements tragiques d'Israël, m'ont envoyé des lettres de condoléances, comme si c'était ma famille. Mais je leur répondais à chacun, mais vous aussi, vous devez être en deuil. C'est l'humanité qui est en deuil. Qui est en deuil. Pourquoi simplement les Juifs? Ça veut dire quoi? Ça m'a beaucoup énervé, ça. Vous auriez de la famille en Israël? Oui, bien sûr. Oui, j'ai des neveux. Oui, j'ai des neveux. Des neveux qui sont en danger, donc. Oui, bien sûr. Qui sont en danger, peut-être qui sont dans l'armée. Oui. Pour certains, oui, bien sûr. Bien sûr. Je les trouve magnifiques. Magnifiques. Alors, dites-moi, votre maman, Torjman, comment est-ce qu'elle était juive? Comment est-ce qu'elle était juive? Je vais vous répondre comme on disait en 1940, parce que son père et sa mère l'étaient. C'est ça. Parce que sa mère l'était, voilà. C'est tout. Mais sinon, elle ne pratiquait pas. Elle était au contraire rationaliste, freudienne. Hein. Freudienne? Oui. Elle croyait beaucoup aux forces de l'inconscient. Elle était proustienne. Oui, ça, j'ai vu ça. Oui. C'est elle qui vous a enseigné Proust, en fait. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Et qui vous a initié au temps perdu. Bien sûr. Et à sa recherche. Et à sa recherche, exactement. Alors, et lorsque vous évoquez cette terrible intervention médicale qui a duré 9 heures, si j'ai bien compris, ce moment où vous avez senti que la mort rôdait autour de vous, se sont présentés des fantômes de votre vie, des personnages réels, mais aussi imaginaires ou historiques. J'étais frappé que votre Dieu, le Dieu des Juifs, ne se présente pas à cette occasion. Non, la mort s'est présentée. Parce que là, la mort s'est présentée. Oui, bien sûr. Que pendant 155 minutes, votre cœur s'est arrêté de battre. Non, c'est mieux que ça, si vous me permettez. Pendant 187 minutes, mon cœur a été extrait de ma poitrine et posé dans un bocal à côté, remplacé par une petite machine. Et donc, est-ce que j'étais vivant? Est-ce que j'étais mort? Vous connaissez comme moi en physique le fameux paradoxe de Schrödinger. Ben oui, le chat de Schrödinger. Le chat de Schrödinger. J'étais le chat de Schrödinger, ni vivant ni mort. Mais cette opération m'a rajeuni incroyablement. Donc je la bénis parce que ça m'a donné 20 ans de moins. Vous êtes toujours aussi jeune, hein? Oui, et le chirurgien qui m'a opéré m'a dit, vous savez, c'est une confidence, beaucoup de gens se font opérer pour avoir 20 ans de moins. Donc c'est une expérience très très intéressante, mais effectivement, pour revenir à votre question, la mort est rentrée dans la pièce, mais je ne l'intéressais pas ce jour-là. Que dire d'autre? Mais à cette occasion, le Dieu des Juifs n'est pas apparu en aucune manière. Non. Ça vous a pas étonné? Non. Mais vous noterez que dans mon livre, il y a un interlocuteur mystérieux. Oui. Qui me pose des questions. C'est comme une espèce de haut responsable administratif. Oui. Quelqu'un qui vous remet en question. Quelqu'un qui doit probablement être un contrôleur quelque part. Dans ma tête, c'est le contrôleur du jugement dernier. Celui qui, avant le jugement dernier, vous évalue, vous pose des questions, vous pousse dans vos retranchements. Donc peut-être que c'est lui, Dieu. Peut-être que c'est lui, il pose des questions. En tout cas, c'est celui qui est juste à la frontière entre Dieu qui n'existe plus pour moi et moi. On vous a mis une rustine sur votre aorte. Pardon? Oui, bien sûr. Une sorte de rustine sur votre aorte. Oui. Une rustine de Non, on l'a recomposée. Et d'ailleurs, opération très intéressante. On me dit, avant l'opération, est-ce que il y a deux techniques, soit on vous refait une aorte avec du porc, soit on refait une aorte avec un truc chimique, une substance chimique. Qu'est-ce que vous préférez? Alors évidemment, j'ai dit le porc, parce que le produit chimique sortait des laboratoires Bayer en Allemagne
où l'on fabriquait le gaz des chambres, enfin des et Zyklone B. oui, le Zyklon B. Et d'ailleurs, en plus l'ADN du porc étant quasiment l'ADN de Oui, il l'humain, ressemble beaucoup. j'ai choisi ça. Et d'ailleurs, le chirurgien m'a dit, je vous l'ai demandé par honnêteté professionnelle, mais même si vous m'aviez dit la substance chimique, je crois que je vous aurais mis du porc parce que ça marche beaucoup mieux. Donc, je suis impur aux yeux de... Je sais pas. Je ne sais C'est pas dans le texte. La question est On n'a fondamentale. pas le droit de le manger, mais c'est pas marqué qu'on n'a pas le droit de faire des rustines avec, hein. Oui, c'est une chose extravagante. Donc, le porc m'a sauvé la vie. J'ai entendu dire, et j'ai lu en fait, hein, dans ce bouquin qui va sortir bientôt, sur votre autobiographie, que vous aviez une nounou africaine qui s'appelait Aïcha. Aïcha. Et vous savez ce que ça veut dire? Non. Aïcha, elle est vivante. Elle est vivante? Elle est vivante. Oh, ça, je vais le rajouter dans mon livre. Aïcha, elle est vivante. Je vais le rajouter, ça. Merci. C'est un cadeau que vous me faites là. Et non seulement elle était vivante, mais elle était pour moi le grand intercesseur entre le monde du mystère et le monde dans lequel je vivais. Elle voulait faire de moi un musulman. C'est ça. Elle voulait me présenter à l'ange Gabriel, et peut-être que de là, elle m'aurait présenté à une autorité encore supérieure. Et vous fabriquez des talismans, j'ai vu ça. Mais vous n'avez pas un peu inventé la façon dont elle est fabriquée? Non, des talismans, quand avec des pierres? Oui, des petits cailloux, ou des petits sachets avec de la terre. Ah oui, ça, qu'elle allait chercher dans un endroit très spécial. Certainement, de la terre, oui, et des cailloux. Des petits cailloux, de la terre qu'elle cousait dans la doublure de mes vestons. Oui. Oui. Mais pas d'écriture. Non, elle savait pas écrire. Elle savait pas écrire. Non. J'ai essayé de lui apprendre à écrire, mais lui, ça ne servait à rien. Qu'il fallait mieux savoir d'où venait le vent et à quoi et qu'est-ce que racontaient les oiseaux quand ils chantaient ou les animaux. Ça c'est vrai. Mais ça c'est écrire à quoi ça Dieu que ça me sert. Et elle vous a parlé des djinns aussi. Ah oui, beaucoup. Elle me parlait beaucoup des djinns, qui étaient cette espèce de créature intermédiaire. Et je sais qu'il y avait deux sortes de djinns, les uns qui se présentaient ou s'annonçaient grâce à des surfaces d'eau miroitantes, et d'autres qui s'annonçaient sous des formes de serpents. Ça n'avait rien à voir, mais c'est à eux qu'il fallait demander ce qui allait advenir. Ceux qui étaient de la surface miroitante. Oui. C'est ceux-là qui parlent. C'est ceux-là qui parlent. Les autres, au contraire, refusent de dire. Ceux qui parlent, c'est les miroirs, en fait. Oui. Ce sont les miroirs qui parlent. Merci. C'est bien ça. Et les autres, c'est ceux qui attaquent, en fait. Hein. Et elle disait que vous aviez été attaqué par des djinns. Oui, elle redoutait beaucoup que, enfin, vous savez, dans cette enfance un peu magique, il y avait, j'étais à la fois ébloui, et j'étais de plein pied avec le mystère du monde. Je me souviens qu'il y avait en bas de chez moi un homme qui s'appelait Omar, qui était officiellement fou. Omar le fou. Omar le fou, on l'appelait. Et il avait pour... On le disait en arabe, non? En tout cas, mes parents disaient Omar le fou. Ah oui, il parlait français seulement. Et il parlait arabe. Je crois qu'il disait Jnoun. Majnoun. Ah, vous voyez? Ça me revient. Omar el Majnoun. Voilà, j'ai pas entendu ce nom-là depuis une éternité. Et lui, qui était grand intercesseur avec les djinns également. Il parlait arabe donc, vos parents? Mon père, oui, bien sûr. Il parlait bien l'arabe. Oui, mon père parlait, oui. Oui. Et lui, il voyait l'avenir avec des pattes de poulet. Votre père? Non, le homard. Omar le fou. Oui, des pattes de poulet. Oui. Qui lançaient en l'air et qui retombaient comme des branches de mikado
Oui. Et tout ça. Mais moi, j'aime beaucoup avoir eu cette enfance au contact de la magie. Il m'en est resté quelque chose. Je suis invraisemblablement superstitieux. Il y a récemment encore, je faisais une conférence sur le signe astrologique des héros de romans, ce qui est extravagant pour un rationaliste voltairien comme moi. Mais j'ai une zone de moi-même qui se laisse grignoter par l'irrationnel. Encore, il y a un autre Jean-Paul. Là. Oui. Il y a un autre Jean-Paul qui est celui d'Aïcha, quoi. Oui, bien sûr. D'ailleurs, vous avez beaucoup. cité mon cher ami Bernard. C'est un aspect de moi-même qu'il ne supporte pas. Lui, Bernard. Oui. Il supporte pas ça. Ah non. Pourquoi? Parce qu'il dit que Bernard est un ami de la raison, est un ami des lumières, et tout ce qui se tient du côté de l'obscur, il me dit, mais tu es fou. Allons, reprends-toi. Vous dites quelque part que vous avez eu toutes les chances. Toutes les chances. Comme si vous étiez né avec un carré d'as en main, quoi. Oui. Ça me fait peur, d'ailleurs. Oui. Ça me fait peur. J'ai toujours l'impression qu'il me faudra rendre des comptes de ce que je pourrais appeler un mystère d'iniquité. Ça fait très peur. Vous connaissez l'histoire du roi Gygès? Bien sûr. Eh ben, c'est ça. Le roi Gygès avait beaucoup de chance et il était le roi d'Éphèse, au pied de l'Olympe. Oui. Enfin, Éphèse, c'est en Turquie, mais bon. Oui, enfin, l'Olympe est en Asie mineure aussi. Ça, oui. Et alors, ses augures, ses devins de son palais lui avaient dit, tu sais, les dieux n'aiment pas trop ton bonheur extrême. Ouais, les dieux, ils aiment pas ça. Bon, donc, il commence par sacrifier 100 taureaux. Ses armées reviennent victorieuses et lui rapportent 1000 taureaux. Il décide de sacrifier une récolte entière de froment. Mais cette année-là, le climat est tel que cette terre donne 3 récoltes de froment. Donc, n'en pouvant plus, ayant peur, il va sur les rivages d'Éphèse, il prend son anneau de roi, qui était un anneau très spécial, puisque quand on en tournait le chaton vers la paume, on devenait invisible. C'est comme ça qu'il avait conquis le pouvoir. Il décide de jeter cet anneau dans la mer. Et il regarde l'Olympe en disant, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Il rentre chez lui apaisé. Qu'est-ce que je peux sacrifier de plus? Oui, qu'est-ce que je peux sacrifier de plus? Il rentre chez lui apaisé, mais on lui sert un poisson dans le ventre duquel il retrouve son anneau. Et là, il comprend que les dieux ne lui pardonnent pas son bonheur. Et d'ailleurs, il est à l'origine de la dynastie des Atrides, qui va durer jusqu'à Romulus et Rémus, c'est-à-dire... J'y reviendrai tout à l'heure, il va durer jusqu'à vous, j'ai l'impression. Et donc, si vous voulez, j'ai toujours peur que moi ou ma descendance paye cher la félicité dont la providence me gratifie. En même temps, ça peut avoir une autre signification. Alors, il y a quand mon cher Philippe Solers est parti. Ah oui, j'ai oublié parmi vos fantômes. Et il y avait, il disait une phrase que je trouvais géniale. Il disait, en inversant l'aphorisme de La Fontaine, il disait pour vivre caché, vivons heureux. L'affichage du bonheur et de la félicité est un barrage infranchissable. Les gens vous fichent la paix. Ils osent pas venir vous importuner. Mais ça veut pas dire qu'à l'intérieur. C'est ce que je voulais dire. Donc vous le dites vous-même. Donc vous étiez plutôt riche, dans une famille lettrée, qui avait le goût de la culture et des livres, et vous étiez beau. Vous êtes toujours d'ailleurs. Hein. Donc toutes les cartes en main. Est-ce que on dirait que ça vous a gêné pour exprimer le torrent littéraire qui sommeillait en vous? Non, c'est pas ça. Il se trouve que les hasards de la vie m'ont engagé dans 2 directions. D'abord, en tant que critique littéraire, je jugeais les livres une fois qu'ils étaient faits. Bien sûr. En tant qu'éditeur, je jugeais les livres avant qu'ils naissent. Ben oui.
Et donc, cette position... Je l'ai subi. Oui. Cette position de double juge en amont et en aval des livres faisait que la case du milieu, qui était celle de l'écriture, était un peu sacrifiée. C'est pour ça que j'ai essayé d'y mettre un terme. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai préféré l'écriture à l'édition. D'ailleurs, d'une manière générale, je crois que pour être un bon éditeur, il ne faut pas avoir envie d'écrire des livres. Il ne faut pas écrire. Non. J'aimerais aussi que nous parlions à un instant de votre passion pour les femmes. Oui. Alors, vous acceptez le terme passion pour les femmes? Totalement, oui. Comment l'expliquez-vous? Vous connaissez, je suis certain, le mythe juif qui ressemble par certains côtés à celui des androgynes de Platon. Hein. Dieu, dit la Kabbale, hein, c'est dans la Kabbale plutôt, Dieu fabrique les humains par paire. Et souvent, un homme et une femme, mais parfois, ça dépend, la loterie tombe autrement. Et le but de la vie serait la recherche de cette autre partie soi-même, quelque part, perdue quelque part dans le monde. Donc on court toujours, quoi. Oui, ça c'est l'androgyne, bien sûr, c'est le Phèdre. Enfin, oui, mais c'est le Phèdre de Platon. Oui. Mais je pense qu'il a pompé Platon. Oui, c'est possible. Oui. Mais enfin, il dans mon cas, si vous me permettez, il n'y a aucune nostalgie de l'androgyne, de la recherche de la pièce manquante qui me compléterait. Oui. C'est plutôt que je crois que les hommes et les femmes sont deux espèces parallèles. Oui, différentes. Et ce que je peux dire, c'est que tout ce que je sais de moi, ce sont les femmes qui me l'ont appris. Oui. Depuis Aïcha jusqu'à ma dernière bien-aimée. Aïcha, justement, vous aviez un contact quasi érotique avec elle. Oui, ça s'est fini par un contact érotique. Oui, c'était inéluctable. Oui. Et je bénis la Providence qui m'a fait rentrer dans la lumière de l'amour à travers elle. C'est votre initiatrice. Oui. Vous savez, le nom que je vais citer ne doit pas vous envoyer dans une mauvaise direction. Je vous suis, alors. Casanova. Oui. Pourquoi est-ce qu'il a aimé les femmes? Tout simplement parce qu'il était enfant, il ne cessait d'avoir des saignements de nez. Oui. Et puis on l'a emmené à Torcello, voir une espèce de vieille dame qui l'a guéri de ses saignements de nez. Et il a passé tout le reste de sa vie à vouloir rendre aux femmes. C'est pour ça que c'est le contraire de Don Juan. Le contraire de Don Juan, qui était un prédateur. C'est un prédateur, Don Juan. Était un voilà, c'est vrai que je veux. Les femmes m'ont appris qui j'étais. Elles m'ont renseigné sur ma lâcheté, sur mon courage, sur ma droiture, sur mon aptitude à la rouerie et à la trahison. Elles m'ont appris ce que je sais de moi. Elles vous ont appris vous, quoi. Oui. Bon, un autre mythe, parce que là on était dans les androgynes, là, que vous ne reconnaissez pas comme étant quelque chose qui vous habite, vous. Un autre mythe, et je sais que vous y avez beaucoup réfléchi, et même vous en avez parlé dans plusieurs de vos écrits, c'est le mythe d'Édipe. Votre fils aîné, dont vous dites dans Les raisons du cœur qu'il exprime un complexe d'Édipe. Non, je dis pas ça. Le livre Les raisons du cœur, c'est que mon cœur s'est brisé parce que il s'était d'abord brisé métaphoriquement. Avec mon fils, j'avais un immense chagrin. Et puis un jour, c'était mon fils aîné. Et à force de dire mon fils aîné, mon fils aîné, mon fils aîné, j'ai pensé qu'il était aîné de l'Énéide. L'aîné de Virgile. Or, l'aîné de Virgile, quand il arrive dans le Latium, il prend son père Anchise et il le porte sur son dos pour le mettre à l'ombre d'un arbre, d'un figuier, je crois, pour qu'il soit heureux et en paix. Je me dis d'ailleurs bien souvent que si Freud avait privilégié le mythe d'Anchise plutôt que le mythe d'Œdipe, le destin du monde aurait été différent. Mais Freud détestait son père. Donc il ne l'aurait pas porté
à l'ombre d'un figuier. Non seulement est né à porte Anchise au pied du figuier, mais en plus, il fait venir des joueuses de lyre, de harpe, je crois. ou de harpe, oui, Oui. pour agrémenter son séjour ombragé. Et j'ai trouvé ça très beau, voilà, et c'est pour ça que j'en parle. Oui. Alors, bon, les relations entre le père et le fils, c'est quelque chose d'important, hein, pour vous, dans vos textes. Vous aimiez votre père. Oui. Et vous avez une sorte de déférence vis-à-vis de votre père, même si vous le moquez un peu parfois. Oui, bien sûr. Oui. Vous moquez son côté colon, quoi. Bien sûr. Et en même temps, vous êtes admiratif de cet homme. Bien sûr, c'était, je crois qu'on appelle ça un mensch. Un mensch. Oui. Un vrai mec, quoi. Un vrai mec, incontestable, fiable. D'ailleurs, tout le monde l'aimait, les animaux l'aimaient, les domestiques l'aimaient, les femmes l'aimaient. Il était voilà. Et mon fils aîné, avec qui j'avais ce conflit, je pense qu'il m'adore, mais je préférerais qu'il m'aime. C'est certain. Voilà, je préférerais qu'il m'aime au lieu de m'adorer. Il vous adore, et en même temps, c'est ambivalent, on va dire. Mais voilà. Baudelaire réclamait le droit d'aller et de venir, le droit de se contredire, n'est-ce pas? Moi, j'ajouterai un troisième droit pour les humains, le droit d'être ambivalent. Le droit de ne pas savoir vraiment si on aime ou on déteste. Voilà. C'est un droit très important, ça. Bon. Alors, et même on pourrait ajouter un autre droit qui serait le droit de décevoir. Alors, je vais y venir tout de suite parce que les relations entre le père et le fils, vous citez surtout les Romains et les Grecs, quoi. Oui. Vous savez que c'est quand même très représenté dans la tradition juive, dans la mythologie juive. Oui. La relation entre le père et le fils, c'est Abraham et Isaac. Oui. Abraham, à qui on demande le sacrifice de son fils. Oui. Là, c'est pas le fils qui tue le père, c'est le père qui va est en situation de tuer le fils, oui. quoi. Oui. Donc c'est tout à fait l'inverse. Ce qui d'ailleurs correspond beaucoup plus à la réalité des choses. C'est très rare qu'un fils tue un père. En revanche, c'est beaucoup plus fréquent qu'un père tue un fils. Hein. Ben oui, forcément. Et donc, la tradition juive, elle met en scène la relation entre le père et le fils en disant on peut sortir de cette ambivalence par l'intervention d'un tiers plus fort que les deux, quoi. Puisque c'est Dieu qui empêche le sacrifice, c'est Dieu qui l'ordonne, et c'est Dieu qui l'empêche. Bien sûr. Et donc, je me suis dit, chez les Juifs, il y a une intervention qui peut résoudre le conflit entre un père et un fils. Oui, mais quand on est, comme moi, quelqu'un qui avance et se déplace sous un ciel vide, je ne peux pas compter pas vide, puisque vous êtes grec et romain. Oui, mais je ne peux pas compter sur cette intervention puisque mon inconscient a disqualifié par avance. Donc, du coup, Dieu qui n'existe pas, ou même Dieu qui n'existe plus, me dit, débrouille-toi. Il vous dit ça? Si j'entendais ces paroles, je suis sûr que c'est ce qu'il me dirait. Vous êtes déjà allé dans une synagogue? Oui, bien sûr. J'y suis moins heureux que dans les églises. Ouais. Parce que je trouve que les œuvres d'art qui sont sur les murs sont moins belles. Oui, c'est moche. Elles sont moches. Deuxième chose qui me gêne dans les synagogues, c'est que les hommes et les femmes sont séparés. Pas toujours, mais enfin. Mais celle où je. Oui, dans la règle. Oui. La règle traditionnelle. Et je trouve ça intolérable. Oui. Mais sinon, il y a quelque chose qui me touche, oui, bien sûr. Bien sûr. Vous y allez quand? Écoutez, chaque fois que j'en vois une, je fais un petit tour. Ah, vous y rentrez? Oui. Ah, d'accord. Oui. Et puis dès qu'il y a une occasion religieuse, un ami croyant qui donne un office en souvenir d'un de ses morts et qu'il me fait signe, je ne manque pas d'y aller, oui. D'accord. Un sentiment de
de purification. Ça existe, ça. Bien sûr. Par exemple, votre père, il a été enterré selon le rite juif. Oui, oui. Donc, vous êtes allé Oui, au moment de l'enterrement. bien sûr. C'était à Paris. Oui, Et donc, il y a eu le Kaddish. oui. Vous l'avez prononcé, le Kaddish? Non, je ne l'ai pas prononcé, parce que je ne peux pas prononcer des mots que je ne comprends pas, mais j'étais témoin, Vous là, étiez témoin. bien sûr. Vous étiez témoin, et le rabbin l'a dit pour vous, quoi. Oui, Et comment c'est quand même c'est des mots qui sont très forts. Hein. ah bah oui, c'est des mots majeurs. Et puisqu'on parle de ça, dans les prochains jours, très exactement jeudi, après-demain, j'ai un petit-fils qui fait sa bar mitzvah. Oui. À sa demande à lui, alors que... Petit-fils, ça veut dire le fils de qui? De mon fils aîné. De votre fils aîné. Et donc, dans la distribution de ce qu'on appelle les honneurs, je crois, on me demande de sortir les rouleaux de la Torah. Et de lire quelque chose. Et on me demande de lire en écriture phonétique, puisque là, un texte que j'ai sur moi, que j'essaie d'apprendre par cœur, c'est très absurde, mais j'ai la traduction et les mots me conviennent. C'est bien. Mais c'est le texte de bénédiction de sortie de la Torah, c'est ça? Oui. Oui. Mais je pensais à votre père, vous êtes le seul enfant de votre père. Non. Ah. Non. Parce que vous parlez jamais de frère ou de sœur. Non, mais non, là aussi, pardonnez-moi une comparaison immodeste, le personnage le plus proche de Proust, c'était son frère, Robert, et qui est pas présent dans la recherche. Non. Non, je voulais pas écrire un roman profus sur ma généalogie. J'ai des sœurs, j'ai des frères. Vous avez des sœurs et des frères. Oui, oui. Mais vous êtes l'aîné quand même, non? Non, je suis le dernier. Ah, vous êtes le dernier. Oui. Je raconte dans cette autobiographie apparaître que j'ai été précédé par un enfant mort. Oui, ça je sais. C'est-à-dire il s'appelait comme moi. Mais vous dites qu'il s'appelait comme vous. Oui. Apparemment, il s'appelait Jean. Oui, il s'appelait Jean. Pas Jean-Paul. Non, mais c'est moi qui, à un moment donné, parce que mon père était un peu responsable, si je puis dire, de la mort de cet enfant pendant la guerre. Et quand ma mère s'est retrouvée enceinte, il a rapporté un nouvel enfant, et donc il voulait rapporter l'enfant qui avait disparu. Donc il m'appelle Jean. Et pendant très longtemps, j'ai eu ce nom d'un mort, et alors j'ai fini par y adjoindre un de mes seconds prénoms. Ah, c'est ça, c'est vous qui avez fait ça. Oui. Sinon, vous vous appeliez Jean. Oui. Qui d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris, est un prénom très important dans votre généalogie. Oui, bien sûr. Il revient tout le temps. Oui, bien sûr. C'est ça. Et d'ailleurs... Vous savez ce que ça veut dire? Dites-moi. Yohanan en hébreu, c'est un nom hébreu. Hein. Oui, bien sûr. Yohanan, ça veut dire Dieu a béni, a sanctifié. Eh bien, écoutez, un jour, j'ai fait un tout petit détour. Un jour, vous avez observé généreusement que j'avais tardé à venir à la littérature. C'est pas très généreux de ma part. Non, mais c'est généreux de l'avoir remarqué. Merci. Et un jour, j'avais un déjeuner avec Philippe Solers, et puis en sortant, il me dit, écoute, maintenant ça va, il faut que tu publies. Hein. Et il me dit cette phrase très bizarre, il me dit d'ailleurs, un livre, c'est le seul endroit où on a son nom tout seul, me dit-il. Et puis il se reprend et me dit, non, je dis une bêtise. Sur une tombe aussi, on a son nom tout seul. Ouais. Et d'ailleurs, me dit-il, ça a un peu la même forme. Ce sont des parallélépipèdes. Des parallélépipèdes, oui. Et je me souviens que quand j'allais sur la tombe de mon petit frère, donc il y avait Jean Antoven sur la tombe, j'ai commencé à apprendre à lire en lisant ce nom-là. En lisant votre nom sur en la lisant tombe. mon nom, c'est ça. Ce sont les premiers mots non pas que j'ai prononcés bien sûr, mais que j'ai déchiffrés avec des lettres, et donc c'est important quand même. Oui, je suis d'accord. Dites-moi, dans cette autobiographie,
vous décrivez au début, pendant un très long moment, la première partie du livre, quoi. Une scène primitive, en fait. Hein. Votre scène primitive. Vous parlez de l'attentat. Oui, bien sûr. Eh bien oui, mon père adorait le cinéma. Et comme c'était un colon riche, quand il avait la possibilité de construire un cinéma, il en faisait. Et puis, quelques encablures de l'indépendance, à la fin de la guerre d'Algérie, il construit un cinéma qui est un des plus grands cinémas d'Afrique. Et c'est une petite ville, Mascara. Petite ville, c'était déraisonnable, c'était absurde. Il y a un côté absurde, quoi. Absurde. Il y a un côté Don Quichotte, quoi. Oui. Et le film qu'il choisit pour l'inauguration, c'est un film de John Huston qui s'appelle Moby Dick. Ouais, Moby Dick. Mais c'était l'époque de l'OS, de la folie. Il y avait les grandes lettres au néon, Moby Dick, comme ça. Mais les gens, les ultras, les gens de l'OS qui venaient comme intervertis. Il y en avait beaucoup à cette époque. Intervertit l'ordre des lettres au néon et ça donne Modibic. Modibico. Modibico, ouais, bien sûr. Et évidemment, les nationalistes algériens, membres du FLN, voient ça, décident de se venger aussitôt, envoient un commando de kamikazes dans la salle qui jette des grenades. Il y a des morts, tout le monde meurt. Et vous êtes là, hein, vous je suis là, à ça. Mais je suis à premier étage. Mais vous voyez tout ça. Et le massacre a lieu en bas. Et vous avez quel âge? 10 ans? 10 ans. 10 ans, vous oui. voyez ça. Je pense que cette scène est fondamentale pour vous. vous. Oui, elle a été forte. Oui. Très forte. Je pense qu'elle vous a marqué à jamais, cette scène. Oui et non. Ah. Oui et non. Oui. Non, quand je pense à l'Algérie, je pense pas à ça. Je pense plutôt à la beauté de certaines plages. Je pense à la douceur de certains faux poivriers. Je pense aux tisanes et aux jasmins. Je ne pense pas à ce bain de sang qu'il y a eu. Oui. Qui vous a fait partir, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Après ça, vous êtes parti. Bien sûr. Et justement, pour conclure, parce que malheureusement, on va devoir conclure, justement, de cet attentat à ce qui se passe aujourd'hui. Ah, bah oui. En Israël. Bien sûr. En France aussi, oui. Hein. J'aimerais que, parce que vous avez tellement vécu de choses à l'intérieur de vous, surtout, hein. Vous auriez peut-être un message de sagesse adressé aux Juifs. J'ai pas de sagesse, mais je voudrais tellement que comment dire ça, sans blesser personne. Il y a une douleur dans l'islam. Je voudrais qu'elle s'apaise. J'ai réfléchi à pourquoi il y aurait cette douleur. Est-ce que c'est parce que ce sont les fils de la servante Agar qui sont énervés? Est-ce que c'est parce ce troisième monothéisme arrive après les deux premiers et n'invente rien de spécial, sinon une espèce de ramasser les choses? Il y a quelque chose qui doit s'apaiser dans l'islam. D'ailleurs, quand Aïcha voulait me convertir, je lui disais, mais si je vois le prophète, qu'est-ce que tu lui dirais? Si elle me dit, je lui dirais, on se calme. On se calme. Voilà, on se calme. Et on essaie d'avancer dans la fraternité des fils d'Abraham. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul Enthoven. Merci de votre sincérité, dont je ne doutais pas d'ailleurs. Merci beaucoup.